Bonjour, c'est Aline de Tombée du ciel. Aujourd'hui, je vais vous parler des parents hypersensibles. Je vais aborder ce sujet en 4 étapes. La première, la place des émotions. Ensuite, la place de la mère. Ensuite, la place du père. Et pour terminer, la place de l'enfant. Mais avant tout, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un parent hypersensible? Et j'ai mené mon enquête et voici une réponse. Alors pour moi, un parent hypersensible, déjà c'est déjà une personne hypersensible de base, hein. Donc avec des ressentis plus forts, une émotivité peut-être plus prononcée, hein. Moi, l'hypersensibilité, elle passe par plusieurs choses. Le fait de ressentir les émotions, les sentir fort, les miennes, celles des autres. Le fait de ne pas aimer les bains de foule, typiquement, ça c'est un truc qui moi m'oppresse parce que du coup je ressens un peu tout. Et puis j'évite des questionnements, des peurs. Et depuis que je suis parent, en tant que parent hypersensible, d'enfant hypersensible, ce qui est pas toujours facile, c'est de ressentir du coup les émotions de mes enfants qui sont aussi plus fortes. Et j'aurais tendance à vouloir les mettre dans une bulle ou dans du papier bulle parce que toutes ces émotions qu'ils ressentent, en fait, ont un effet miroir assez fort sur moi, d'hypersensible à hypersensible. Et du coup, je trouve que cet effet miroir-là, il est hyper positif dans le sens où moi, ça me force à aller travailler les choses qu'il y a besoin de travailler, hein. Soit des traumatismes du passé, soit des émotions que j'ai essayé de refouler, ou ça me pousse aussi à faire les choses différemment avec elles, à vouloir leur apporter le meilleur dans les capacités que j'ai, hein. Parce que, évidemment, la perfection, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment avec les outils que j'ai et le bagage que j'ai de pouvoir faire au mieux selon mes capacités pour mes enfants. Après, le côté difficile, c'est justement de voir et de ressentir leurs émotions. Parce que ça fait mal, hein, des fois. Et puis cet effet miroir, ben, il a double tranchant. C'est le côté, oh non, ça me fait mal pour mon enfant qui ressente ce genre de choses. Et puis d'un autre côté, merci pour le cadeau que tu me fais pour pouvoir avancer. Je pense que ça, c'est les choses principales que je pourrais dire par rapport à mon hypersensibilité et celle de mes enfants. Et en tant que parent, d'apprendre à gérer. Je trouve que l'enfant, c'est un véritable cadeau pour moi en tant qu'hypersensible de pouvoir travailler sur moi, de pouvoir me remettre en question, de pouvoir comprendre aussi que on peut pas, on peut pas les mettre dans une bulle justement et les, les sauver de toute émotion ou de toute peine. Ouais, je crois que c'est ça. Mais sinon, je trouve ça chouette. Et le fait d'être hypersensible, de travailler dessus, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte que j'ai un peu plus de bagages justement pour les aider à comprendre leur hypersensibilité plus rapidement et à comprendre plus rapidement qu'en fait c'est pas une tare d'être hypersensible, que ça peut être un cadeau, mais qu'il faut savoir s'en servir, il faut savoir qu'est-ce que ça nous apporte, puis aussi savoir s'en protéger quand il y a besoin. Je pense que ma vision du parent hypersensible, c'est ça, je crois. Merci Kelly pour ce témoignage de maman hypersensible. À présent, place à la définition. Un parent hypersensible a comme prédisposition d'être
hyper, c'est-à-dire beaucoup, trop. Et quand on est trop, ou quand on vit trop, parce qu'on n'est jamais trop, on vit trop, on ressent trop, quand il y a cette sensation-là, c'est qu'en général, on est débordé par ce qui nous arrive. Trop d'émotions, trop de pensées, trop de croyances, et ça nous empêche d'être en lien, parce que c'est ce trop qui guide notre vie. Et en tant que parent, eh bien c'est ce trop qui guide notre éducation. Et est-ce qu'on veut vraiment que ce soit ce trop qui guide notre éducation ? Non. Toutefois, il est important de garder notre sensibilité, de garder cet attribut qui nous permet d'être en lien, qui nous permet de ressentir ce que vit l'enfant, qui nous permet d'accueillir ce que vit l'enfant. Mais effectivement, dans l'effet miroir, il se pourrait bien que ce que vit l'enfant vienne raviver des émotions, des pensées, des croyances, des expériences qui vont engendrer une réponse complètement désordonnée. Pourquoi ? Parce que c'est ce trop qui va prendre le dessus. On n'est plus maître de qui on est et notre sensibilité finalement nous joue des tours. Donc être parent hyper sensible, ça a des attributs, ça a des atouts, ça a des avantages. Les avantages que vous pouvez percevoir, eh bien, c'est que justement, vous captez vos enfants, vous ressentez, vous pouvez, avec les neurones miroirs qui sont très actifs chez les personnes hypersensibles, vous allez pouvoir capter ce qu'ils vivent. Le souci, c'est de rester dans votre axe. Et ce qu'il vit, ce n'est pas ce que vous vivez. Et c'est là où souvent, les personnes hypersensibles perdent le nord, c'est qu'elles ne savent plus ce qui leur appartient et ce qui appartient à l'autre. Alors bien entendu, ici, on va remettre l'église au milieu du village et nous allons replacer, premièrement, les émotions. Les émotions, quand on est une personne hypersensible, elles sont vécues très intensément. On l'a vu et certaines recherches l'ont démontré, elles peuvent être même ressenties comme des douleurs physiques. Donc tout ce qui est de l'ordre de la peur, de la colère, de la tristesse devient douloureux quand c'est trop. Et cette douleur-là, elle est insupportable. C'est difficile de vivre avec quelque chose qui nous submerge, qui est intense. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'émotion est censée nous traverser. Il est important de vivre l'émotion, je le répète. L'émotion donne la couleur, donne de la vie, donne du mouvement à ce que nous vivons. Et c'est grâce à elle que nous arrivons à dépasser les situations. Donc il est inutile de les éteindre et de les renier. Non, elles font partie de votre vie en tant que parent et elles vont colorer, elles vont mettre en lien ce que vous vivez avec vos enfants. Donc, gardez-les. N'essayez pas de les enlever de votre vie. Elles vous donnent justement ce qui vous rend absolument unique. Une couleur, une teinte, un vécu intérieur profond. La place des émotions doit toutefois être claire. Ce ne sont pas elles qui gèrent votre vie. Quand une émotion vous traverse, que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, laissez-la traverser votre corps. Ça fait une vague. Et effectivement, ça peut être douloureux, donc vous pouvez, et ça c'est un truc que je vous donne ici, mais il existe beaucoup d'astuces et vous allez voir que chaque personne a son astuce, mais l'histoire, c'est de ne pas refouler l'émotion pour qu'elle devienne psychosomatique, c'est de la laisser traverser et puis de pouvoir la nommer tranquillement. Mais parfois, il faut l'accompagner de souffle, parfois, il faut un tout petit peu s'éloigner de la situation, c'est-à-dire sortir d'une pièce pour recentrer, revenir à soi, parce que quand il y a le gros nuage émotionnel, c'est ce gros nuage, et vous voyez, c'est plus vous, c'est ce gros nuage qui vous entraîne dans une relation et
C'est une émotion qui va en entraîner une autre chez votre enfant et ça va faire un effet boule de neige qui va grossir. Mais quand c'est des boules de neige de peur, de colère ou de tristesse, on ne s'entend plus. On est bien d'accord. Donc là, l'idée, c'est de sentir la boule de neige, et j'aime assez cette image, monter, et c'est l'idée de la faire redescendre dans le sol. Et non pas de créer une avalanche avec votre enfant parce que lui aussi, quand vous êtes en interaction avec lui, va ressentir une émotion et c'est comme si ça s'alimentait l'un l'autre. Et l'idée, ce n'est pas de s'alimenter d'une émotion qui commence à prendre un peu du pouvoir, mais c'est bien de dire « Ok, il y a une émotion là, ça traverse, j'ai besoin de la dire, mais c'est trop fort pour moi. » Je sors un moment de la situation, je me reprends, je la laisse redescendre et je retourne. Bien entendu que ça demande quoi ? Évidemment de la conscience. C'est-à-dire que vous devez être en lien avec qui vous êtes et avec vos ressentis intérieurs et de vraiment percevoir quels sont les déclencheurs. Qu'est-ce qui vous entraîne dans un truc, vous savez, cette émotion qui vous monte en haut du corps ? Qu'est-ce qui vous envahit au point de sortir de vous, hein ? Quand on dit sortir de ses gonds, c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement, parfois les émotions nous font sortir de nous-mêmes. On est des volcans émotionnels et on perd le nord, on perd le centre, on perd tous les points cardinaux parce que ça nous emmène partout où on n'a pas envie et c'est assez destructeur parce que c'est comme si après une telle émotion, il fallait se rassembler. Et l'idée, c'est justement de la laisser, et ça demande une espèce de contenance tout ça, d'ailleurs. C'est de la laisser vous traverser, tout en restant vous-même, tout en contenant cette énergie, parce que c'est une énergie, une émotion. Sans la dénaturer, mais c'est de la faire circuler et de pouvoir ensuite l'exprimer. Bien entendu qu'il existe des méthodes pour faciliter la communication de l'émotion. Parce que quand on ressent une émotion, la peur ou la colère, on va juste s'arrêter sur la colère d'abord, la colère, elle peut vraiment être destructrice parce que on peut avoir des mots très blessants envers l'autre et forcer que si vous êtes une personne hypersensible, un parent hypersensible, eh bien que vous regrettiez ces mots-là. Donc, il y a un apprentissage, c'est-à-dire que c'est comme vous mettre en contact avec ces émotions et de les sentir monter et de pouvoir les mettre en mots. Et ça, c'est comme si ça demandait une sorte de trituration intérieure où on sent la boule d'énergie, ça monte au cerveau. Vous voyez, c'est une espèce de d'art martial, hein, où on prend la boule et puis on se dit « Ouh, elle va monter, il va falloir la mettre en forme pour créer quelque chose de clair, de bienveillant, de clean, hein, de propre pour celui qui va la recevoir. » Ça, c'est surtout pour la colère. Parce que, nous le verrons tout à l'heure aussi, pour les enfants qui ont déjà beaucoup de colère, plus vous allez être en colère, plus vous allez crier, plus ça va le mettre en stress, plus ça va monter. Là, l'effet boule de neige, il est vraiment très présent. Il est présent avec toutes les émotions d'ailleurs. On le voit et le perçoit très bien avec la colère. Est une émotion qui nous permet de bien voir cet effet boule de neige-là. La peur maintenant. Là, j'avais envie de m'arrêter un tout petit moment sur cette émotion-là, puisque pour ceux qui ont un tout petit peu lu sur l'hypersensibilité, vous savez que Hélène Aron en a parlé pratiquement dans les premières aux États-Unis, il y a quelques années de ça, et elle a nommé son livre « Ces gens qui ont peur d'avoir peur ». Et il est vrai que l'hypersensibilité peut entraîner des peurs, et il est vrai que les personnes qui sont hypersensibles ont tendance à avoir des peurs démesurées, qui vont devenir des angoisses d'ailleurs, hein, parce que on a peur que l'autre souffre, on a peur que l'autre ait mal, on a peur de faire faux, on a peur de déplaire. Et toute la liste des peurs possibles et imaginables, les hypersensibles la connaissent. Qu'est-ce qui se passe avec les peurs ? Et les peurs dans l'éducation ? Eh bien, ces peurs,
elles vont cristalliser des problématiques. La plupart du temps, si vous n'êtes pas conscient que vous avez peur, vous allez donner une information à vos enfants qui ne va pas être entendable dans l'éducation. Sachez-le, c'est très difficile pour un enfant aujourd'hui d'écouter les conseils d'un parent qui a peur. C'est pas rassurant. Donc c'est important de vous, en tant que parent, les affronter, ces peurs. C'est-à-dire d'aller vraiment les chercher et dire « Ok, maintenant je les prends à bras-le-corps. Ouais, j'ai peur de la mort, j'ai peur qu'on kidnappe mon enfant. Il y a des choses comme ça qui sortent. J'ai peur des maladies. J'ai peur du rejet. Et toutes ces peurs-là, c'est les vôtres. C'est pas forcément les siennes. Mais au bout d'un moment, à force de les laisser parler et sans cesse vous guider, eh bien elles deviennent votre éducation. C'est pas toujours conscient et il n'y a pas à culpabiliser avec ça. Soyez juste très attentifs parce que la peur reste une émotion sclérosante. Et les enfants peuvent soit répondre à vos peurs en étant eux-mêmes très peureux, soit affronter les problèmes, surtout que vous ne souhaitiez pas qu'ils rencontrent, parce que forcément que à un moment donné, il faut que ça se règle cette histoire-là, vous comprenez. Ou alors, elle va engendrer des pensées. Et là, j'ai envie d'aller plus loin aujourd'hui dans ce podcast, c'est comment une émotion, et je vais partir de la peur, peut engendrer une pensée. Et les pensées influencent aussi l'estime de soi. Donc, en partant du prédicat que la peur décide de votre éducation. Donc, vous mettez tout en place, admettons que vous êtes complètement inconscient de à qui vous êtes et ce que vous faites, toute votre éducation sera basée sur la peur. Peur du jugement des autres, peur du rejet, peur de l'abandon. Allez, on les met toutes, Eh bien, je peux vous assurer que vous allez beaucoup souffrir. Et que votre enfant aussi, et surtout que vous allez vite être coincé, et que votre enfant a bien des chances de somatiser, c'est-à-dire de le montrer avec le corps. Et tant que vous n'aurez pas regardé cette peur, elle va revenir et revenir et revenir et revenir. Non, l'important, et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de la laisser vous traverser. On n'aime pas avoir peur. Et les personnes hypersensibles, il faut le savoir, dans l'expérience en tous les cas que j'ai dans mon cabinet, montrent quand même une sécurité affective assez défaillante. Donc ça veut dire quoi ? J'ai peur, j'ai plus rien sous les jambes. J'ai peur, donc je sais pas comment faire. Ça me met en panique, ça c'est quand on a beaucoup la peur du rejet. J'ai besoin de me raccrocher à quelqu'un, quand on a la peur de l'abandon. Je vais essayer de tout contrôler parce que j'ai peur qu'on me trahisse. Ça, c'est toutes les peurs et je vous encourage à lire Lise Bourbeau qui sont en lien avec les blessures de l'âme. Mais donc, vous voyez, on va mettre en place des mécanismes dans une éducation qui ne seront pas des mécanismes conscients et qui vont être des héritages pour vos enfants qui devront eux après travailler avec ça. Personne n'est parfait, sachez que de toute façon des peurs il y en aura, des colères il y en aura, etc. Et des héritages moyennement appréciables, il y en aura. Ce n'est pas la question ici. Ici, ce que je vous demande, c'est de remettre la peur à sa place. C'est-à-dire que ce n'est pas à elle de diriger votre éducation. Et bien souvent, les enfants hypersensibles viennent mettre le doigt sur vos peurs. Et le risque avec ça, c'est qu'on les freine, c'est qu'on leur dise non, tu ne vas pas pouvoir faire ça, non, c'est trop dangereux, ou qu'on les mette dans des cases où ils n'ont pas envie d'être parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas au clair avec les peurs que nous avons. Donc il y a un très bon exercice à faire, c'est de faire la liste de vos peurs et d'être au clair que quand vous donnez une information à vos enfants, quand il est en train de monter au toboggan, quand il souhaite sortir un peu plus tard le soir, quand il a une petite amie, de regarder vos réactions. Qu'est-ce qui vous traverse ? Parce qu'on est tout le temps traversé.
et de regarder si les réponses que vous donnez et les mots que vous dites sont des mots de peur ou sont des mots qui sont en lien avec qui vous êtes de manière centrée. Ça n'empêche que vous pouvez nommer vos peurs. Moi, ça me fait hyper peur que tu partes avec ta bande de potes et que je sache pas tellement à quelle heure tu vas rentrer et surtout si tu vas dans une grande ville. Mais c'est ma peur, je te fais confiance, je vais me débrouiller avec. En gros, c'est ça. Vous n'avez même pas besoin de donner la dernière phrase. C'est quelque chose que l'enfant va entendre. Ça, c'est juste que ça me fait peur, moi. Mais ça, c'est important de le nommer, mais vous voyez, ça demande du chemin. Tout le monde est capable de le faire. Je pense que tout le monde est capable de le faire. Ça demande une contenance intérieure. Ça demande de remettre l'émotion au clair, à sa place. C'est une émotion. C'est pas ça qui dirige. Non. L'émotion me donne une teinte. Elle me dit où j'en suis. Elle me dit ce que j'ai à travailler. Elle me dit que ma sensibilité, elle a besoin d'être consolidée. Ah ah, ça c'est intéressant. Elle a besoin d'être consolidée. Et dernièrement, je disais qu'il était important de passer de l'hypersensibilité à l'ultrasensibilité. Et je trouvais que le mot était intéressant. Ce transfert était peut-être un jeu de mots. Et puis au bout d'un moment, on en a un peu marre de ces jeux de mots, mais en même temps très intéressant parce que de l'hyper, on devient ultra. Hyper trop devient ultra très. Vous voyez, on passe d'un attribut à un autre. Et d'être très sensible, c'est pas trop sensible. Trop, on est dépassé. Trop, il y a du surplus. Très, c'est que je sais que j'ai une grande sensibilité. Il y a la notion qu'elle peut être gérée. Donc, remettez les émotions à leur place et regardez dans la manière dont vous éduquez vos enfants, qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce que vous donnez comme information ? Qu'est-ce que vous leur dites ? C'est en lien avec quoi ? Des valeurs ? Des croyances ? Vos pensées, vos peurs ? De la colère ? Va lui casser la gueule, franchement. Il t'a fait du mal à la récré. Ça, c'est vraiment quand on est en colère. Aussi. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut dire. Mais parce que ça vient chercher chez nous des blessures. Donc, les émotions qu'on a souvent quand on est touché, et c'est beau ce mot-là, être touché, c'est que ça vient toucher quoi ? Une blessure peut-être, mais aussi une sensibilité, une vulnérabilité qui nous rend absolument humains et qui nous permet d'être en connexion avec l'autre dans sa vulnérabilité. Voilà pour les émotions. In fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. La place de la mer à présent. Sycamore tree. Dream a little dreamer. La place de la mer à présent. La place de la femme est en pleine évolution et donc celui de la mère également. Les mamans ont pris beaucoup de place dans l'éducation de leurs enfants. Elles s'occupent d'aller voir les maîtresses, elles s'occupent de prendre rendez-vous chez les docteurs, elles s'occupent des anniversaires. Et c'est une place qui est finalement passablement plaisante, faut le dire, parce qu'elle amène une certaine reconnaissance et une certaine importance. Soyons honnêtes avec ça. En contrepartie, eh bien, elle le paye. Parce qu'il y a trop. Il y a trop parce qu'elle souhaite à la fois être une maman extraordinairement top, comme elles avaient éventuellement l'image d'une mère au foyer, et elles ont à la fois envie de continuer à travailler, de s'épandre socialement, ce qui est totalement logique, naturel. Là, on passe de une casquette à 3 casquettes. Ces 3 casquettes, elles engendrent quoi ? Elles engendrent ce qu'on entend souvent, une surcharge mentale. Cette surcharge mentale, il y a un moment donné où on est obligé
on est obligé de la regarder clairement, d'y faire face et de dire bon bah qu'est-ce que je garde pas. Et est-ce que je me sens reconnue si j'enlève un tout petit peu avec cette casquette-là, si j'enlève un tout petit peu avec cette casquette-là, etc. C'est-à-dire qu'elles doivent créer une seule casquette, ces mamans, pour être tranquilles avec elles. Et pour créer une casquette, eh bien, il y a des choses qui sont à lâcher, il y a des préceptes, des principes, des croyances, beaucoup de croyances qui viennent soit de leur éducation, soit vous allez le voir au travers du temps, des mémoires transgénérationnelles. Donc une femme qui va prendre soin d'elle et qui va travailler va se dire mais du coup, est-ce que je suis suffisante en tant que mère? Et les mères très sensibles, en plus, ont à cœur de faire tout très bien. Elles ont un côté perfectionniste avec des exigences très élevées. Et donc, ça amène quoi? Ça amène beaucoup de confusion et surtout une suprématie maternelle très importante. Je parle de suprématie maternelle quand je fais référence au couple parental papa-maman dans le même foyer. Donc cette suprématie-là, vous allez voir qu'elle a ses limites parce que déjà, elle prend toute la place. Alors en même temps, c'est agréable parce que c'est un peu comme ça qu'on est reconnu. Et en même temps, il y a beaucoup de mamans qui se plaignent parce qu'elles ont tout sur les épaules. Et quand on leur dit peut-être que ce serait bien d'enlever 1 ou 2 sacs à dos ou de débarrasser ce qu'il y a dans les sacs à dos parce qu'il n'y a forcément pas tout à prendre. Il y a comme à choisir ce qu'on met dans les sacs à dos, donc à renoncer et à faire des choix. Et ça, c'est pas évident parce qu'on veut tout, mais en même temps on peut pas tout supporter parce qu'on a des limites humaines, des limites psychiques, des limites mentales. Et nous devons en tant que maman accepter que nous avons des limites et donc qu'il y a peut-être quelques sacs à dos qu'il faut déposer. Donc être une maman hypersensible, c'est être tellement à l'écoute de son enfant, être en lien avec cet effet miroir, qu'on va tout faire pour combler, pour se dire « Ah mais moi j'ai pas du tout envie qu'ils vivent la même chose que moi, je vais tout faire pour que ça se passe bien, je vais tout prendre, je vais faire, je vais aller voir à gauche, à droite pour que on ne puisse pas dire que je n'ai pas fait mon travail. » Très intéressant. Et mais c'est pas possible. Et quand je dis aux mamans, mais bon, vous allez vous mettre un peu en fond de chaise et on va rééquilibrer les rôles. C'est-à-dire que vous allez vous mettre au centre en tant que maman et vous allez déposer les sacs qui vous conviennent pas au milieu entre vous et votre conjoint, entre le papa ou votre conjoint, et vous allez regarder comment vous allez redistribuer le matériel, parce que là, vous pouvez pas avoir le sac de 110 kilos et lui de 30. C'est pas équilibré. Surtout que, qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on entend beaucoup, c'est l'égalité. Comme quoi là, c'est pas l'égalité, mais c'est aussi parce que la femme, la mère, a une responsabilité là-dedans. C'est qu'elle a à faire face, à tout vouloir faire bien. Et je pense qu'une maman hypersensible a accepté sa vulnérabilité et donc ses limites et de déposer quelques sacs pour que l'équilibre se fasse mieux. C'est Emmanuel Piquet qui parle de fond de chaise et moi j'aime bien cette position de se dire fond de chaise, je me mets en arrière et je regarde ce qui se passe. Je regarde ce qui se passe, peut-être bien que mon enfant va pouvoir prendre 1 ou 2 choses aussi que j'ai déposées au milieu, mon conjoint aussi. Et pour moi, ça me permettra d'avoir une casquette avec ce que j'ai envie de mettre dedans, mais pas 3. Parce que 3, c'est trop. Donc une fois que c'est mieux distribué, une maman hypersensible va pouvoir davantage se centrer, davantage être en lien avec ses propres émotions et ne plus agir ou réagir pour faire plaisir et pour se sentir valorisé. La maman hypersensible doit le savoir,
elle est déjà une valeur inestimable, quoi qu'elle fasse. Et elle ne peut pas être comme les mères d'antan, et elle ne peut pas être que businesswoman si elle est maman, et elle doit conjuguer ça, et c'est parfois dans cet assemblage qu'il y a, et c'est là que c'est joli, un nouveau rôle, une nouvelle façon de mettre en place l'éducation de ses enfants et de trouver son propre centre en tant que maman hypersensible. Donc voilà, la place de la maman hypersensible, elle est et elle demande à être très très consciente, comme toutes les places, vous allez le voir, c'est bien là le jeu, hein. C'est de se dire, bon ben j'en suis où, puis qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je prends pas? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Et est-ce que je le fais parce que on dit que c'est bien de le faire, ou est-ce que je le fais parce que je le sens intérieurement que c'est juste pour moi? Et donc c'est tout ce travail-là qu'elle-même doit faire de son côté, et bien sûr qu'avec un enfant hypersensible en face, qui va venir réveiller certaines failles, qui va entrer dans certaines failles, eh bien, ça va accélérer le travail. C'est pas évident, c'est pas toujours souhaité, mais enfin, ça va se faire, parce que l'enfant hypersensible va venir voir les dissonances, va venir mettre le doigt dessus, et donc, par conséquent, va obliger la mère à se positionner. Hein? Mais se positionner clairement, parce que si vous vous positionnez, on l'a dit tout à l'heure, en laissant vos émotions vous déborder, vous ne serez pas crédible. Et votre place, elle n'aura pas de sens. Si vous êtes bien centré et que vous voyez, donc c'est quand même une position différente, bien que les neurones miroirs agissent très vite. On va voir notre enfant, il y aura une image qui va nous venir en retour très rapidement, une émotion, ça va monter. Oui, ça c'est normal. Quand on est hypersensible, on peut estimer que c'est logique. Toutefois, c'est à nous de contenir ça. Et c'est vraiment un travail. C'est une gymnastique, pas que sur 1 ou 2 interventions auprès de vos enfants, mais sur 2, 3 semaines. Pour mettre en place une espèce de systématique, c'est un travail qui plus vous le pratiquez, plus vous allez devenir un contenant pour vous-même, un contenant de vos émotions, et que vous pourrez être davantage en lien, mais en lien de cœur, en lien, j'ai envie de dire en lien pur avec vos enfants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas interférés et entachés par des émotions parasitantes parce qu'elles vous submergent, ou des pensées parasitantes, ou des croyances limitantes. Voilà, ça permettra aussi, et nous en parlerons maintenant, au papa, qui lui aussi, avec l'évolution de l'éducation, l'évolution des couples, l'évolution des familles, de pouvoir s'asseoir dans un nouveau rôle qu'il est en train, depuis quelques années là, de créer. La place du père, interview Jérôme Gravalo de Happy Entreprise. Alors Jérôme Gravalo, je te laisse la parole, présente-toi, explique-nous ta vision du père actuel. Alors l'image du père, c'est une grande histoire, puisqu'il y a autant pour moi de pères que d'hommes sur Terre. On a tous été de toute façon fils de, et l'image du père qu'on a eu peut-être, alors souvent j'ai des hommes qui veulent soit être à l'opposé de cette image-là, ou qui veulent être totalement comme leur père parce qu'ils ont trouvé ça trop bien. Voilà, et pourtant ils sont qui eux là au milieu? C'est là la question que je pose le plus souvent. Vous êtes qui vous? Et à cette réponse-là, à cette question-là, la réponse elle est souvent assez étonnante, parce que en fait ils savent pas et ils cherchent encore leur place. Mais c'est là où moi, en tant que coach, j'interviens. Où je questionne, et puis on va vraiment chercher. Aline, vous parlez d'hypersensibilité. Moi, j'appelle simplement de présence et de conscience de ce qu'ils font au moment où ils le font, avec qui ils le font. Et ce rapport avec les enfants,
bah, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre avec mon fils, ma fille, qu'est-ce que j'ai envie de représenter pour eux, qu'est-ce que j'ai envie de leur amener, et c'est à ces questions-là qu'ils répondent. C'est vraiment qu'est-ce que je veux tisser avec. Et ces envies-là, de ces envies-là découlent euh, des choix de vie, des envies de faire de faire des choses. Et du coup, l'image du père patriarcal qui doit décider et puis qui doit aller travailler pour ramener de l'argent dans la famille, même si, attention, hein, je dis pas que ça n'existe plus parce que la société aujourd'hui, elle est encore organisée comme à l'époque. C'est les hommes qui rapportent le plus de salaire. Quelle horreur. Mais oui, mais c'est encore comme ça. Et ça doit changer. Mais dans les faits, bah, c'est quand même les hommes qui vont travailler pour gagner plus d'argent pour ramener à la maison. Ce qui n'a pas de sens parce que beaucoup d'hommes, s'ils pouvaient rester à la maison pour s'occuper des enfants, ils seraient encore plus heureux. Et ils le disent. Malheureusement, le système scolaire, éducatif, les crèches, enfin tout ce qui est en place aujourd'hui est encore en train de crier haut et fort, les femmes, vous restez à la maison, les hommes, vous allez bosser. Et on est dans cette phase de transition, de paradoxe, où en fait il y a cette envie d'être plus proche de sa famille, de ses enfants, de sa femme, de sa vie, et où les contraintes sont quand même assez présentes au niveau culturel. Donc voilà, c'est un travail qui me court, et moi je fais vraiment confiance aux hommes parce que dans les programmes que je fais avec eux, ben, ils décident même d'aller au-delà de ça et de s'affirmer en tant qu'homme. C'est-à-dire que je décide de quelle place je prends dans le couple, dans la famille, dans mon job, tout en me respectant en tant que personne et pas parce que j'ai un rôle. Et c'est là où c'est important pour moi, c'est de perdre ce rôle, mais de trouver sa place. Et ça, c'est différent. Ensuite, comment ça se passe avec les enfants? Parce que des enfants hypersensibles, ça oui, ce qui est génial avec eux, c'est quand ils regardent papa ou maman faire des choses, ils repèrent très vite la faille. Très vite le truc où on n'est pas synchro. Très vite où il y en a un qui dit A et puis l'autre qui dit A,2. Pas B, hein, A,2, juste ça. Bah ça suffit comme faille pour entrer dans la brèche et s'immiscer et créer la dissonance pour qu'on soit obligé, nous, d'y revenir et de le travailler. Donc, aujourd'hui, un homme, je dirais, qui est avec un enfant hypersensible, c'est quelqu'un qui est obligé de se remettre en question en permanence. Mais de se remettre en question du coup aussi par rapport à son couple. Parce que ces enfants viendront questionner ce couple. Donc si vous ne vous occupez pas du couple, vous ne pouvez pas vous occuper de l'enfant parce que c'est un système qui fait que tout est en danger en permanence si on laisse couler. Par contre, quel merveilleux outil quand on se dit le petit malin, il a joué à faire ça. Ben moi, je vais plutôt faire ça comme ça, on va le décider comme ça. Et en plus de le faire en commun avec sa partenaire ou son partenaire, c'est génial. Ça permet au couple d'évoluer, d'avancer. Les questions changent avec l'âge du gamin qui avance. Et c'est d'autres challenges, d'autres défis. Et puis, ça réveille aussi d'autres envies de faire différemment. Donc, oui, aujourd'hui, être un père, c'est tout aussi compliqué que d'être hypersensible, je dirais. Pour moi, c'est vrai que la femme a ce rôle féminin, cocon, lien fusionnel avec l'enfant. Simplement, déjà, de par la biologie, non, il n'est pas en nous, l'enfant. On n'a pas ce lien-là. Nous, le lien, il vient après, quand il arrive. Il commence à se tisser quand il pousse dans le ventre, évidemment, mais quand il arrive, c'est déjà un autre lien. Puis après, ce lien-là, il vient casser le lien dans le couple, hein, totalement. Ça change tout. Hein. C'est une révolution. Enfin voilà, pour ceux qui l'ont vécu, ils me comprennent. Puis ceux qui l'ont pas vécu, j'ai pas envie de leur faire peur, parce qu'en même temps, c'est un moment génial, mais c'est un moment de changement, vraiment. Et il faut en être conscient que le changement, il peut toujours avoir deux sens. Et c'est à vous de décider dans quel sens vous voulez qu'il aille. Et ce que ça implique. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir le vivre, où j'ai décidé que ça devait aller dans le sens où je voulais créer des liens avec mon enfant, mais aussi recréer de nouveaux liens avec ma partenaire. Et ça, c'est un travail quotidien pour les deux, depuis. Parce que ce triangle change en permanence.
Et la vie est changement, donc on suit. Mais il faut savoir se remettre en question et chercher de nouvelles solutions. Voilà. Si tu avais un conseil à donner aux papas, ce serait lequel? Surtout ceux qui ont des enfants hypersensibles, parce que c'est un peu le sujet là. Ce serait lequel? Un conseil que je peux donner aux papas d'enfants hypersensibles, c'est surtout pas de lâcher l'affaire en se disant c'est madame qui s'en occupe. Parce que même si tout d'un coup, alors on dit hypersensible, donc il y a demande peut-être plus d'attention, il y a peut-être plus de challenge, il y a des voilà. Et puis madame prend leur lait, et puis elle dit non, il faut faire ça comme ça, et puis comme ça parce que c'est important. Puis wow, moins de gaz. En tant qu'homme, on a aussi des éléments à amener, des visions différentes, une approche qui est différente sur des situations. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche, c'est juste qu'elle puisse se concilier ces visions différentes quand on arrive à les transmettre à son enfant, qui lui continue de jouer avec ce triangle. Hein. Oubliez jamais qu'il est tout le temps en train de chercher la faille. Donc, mais c'est important d'y amener sa propre énergie d'homme, son propre expérience de père, et c'est tout aussi important que l'expérience féminine que le vécu de mère. Toi, tu dirais que tu es un papa hypersensible? Est-ce que je peux dire que je suis hypersensible? Alors, je suis hyper plein de choses, ça c'est clair. Sensible, je sais pas si je suis hypersensible, parce que pour moi, je dirais, je suis hyper attentif. Je suis attentif à ce qui se passe autour de moi et oui, ça me touche ce qui se passe ou ce qui se passe pas autour de moi. Parfois, c'est pas sur le moment, parfois c'est dans la réflexion après, mais ça me passe pas par-dessus comme si rien ne s'était passé, quoi. Enfin, oui, les événements que je vis dans ma famille, dans mon couple, dans ma vie, ça m'imprègne. J'y suis sensible. Maintenant, hyper sensible, oui, bah, je pense qu'on l'est tous un peu, hein. Il y a les moments où on est submergé par ce qui nous arrive, et puis il y a les moments où on peut le regarder en disant ok, d'accord, j'ai compris. Ah bah je vais faire comme ça. Merci Jérôme Ingravalo et à très très vite. Un plaisir, à bientôt. Et on va pas oublier que tu offres des outils de communication pour les papas, les mamans, toutes les personnes, tous les individus, enfin je te laisse mieux en parler que moi, au travers d'un podcast. Oui, c'est vrai, parce que pour parler avec un enfant hypersensible, bah, il y a des fois, il faut quand même user de moyens de communication efficaces. Parce que de dire les choses un peu floues ou pas d'aller à l'essentiel, ça marche pas. Et bah là, je suis en train de faire effectivement une série de podcasts sur ce mois de décembre qui parlent d'outils de communication simples et efficaces au quotidien. C'est des petites choses à mettre en pratique, mais qui simplifient tellement la communication quand on le sait. Et pourtant, on ne nous l'apprend pas à l'école. Donc, c'est vrai que moi, je les ai beaucoup utilisés en entreprise, je les ai utilisés avec des équipes, je les ai utilisés avec mon fils, évidemment. Mais je ne vous lui dites pas. Et ça marche. Et puis, je voulais vraiment les partager une fois avec le maximum de personnes parce qu'on ne les apprend pas et c'est tellement simple et facile à mettre en place que c'est dommage de le garder dans un tiroir sous prétexte que c'est des outils professionnels qu'on veut utiliser, qu'on doit vendre. Non, moi je les mets à disposition. Puis si vous voulez aller plus loin, évidemment je suis disponible, mais vous pouvez déjà faire un sacré morceau avec ces outils-là. Vous retrouverez donc, c'est un podcast qui s'appelle La communication simple et efficace au quotidien, à peu près sur toutes les plateformes qui supportent le podcast. Et bien sûr que si on doit remettre l'église au milieu du village, eh bien il va falloir remettre aussi l'enfant hypersensible à sa place. Et sa place, effectivement, quand tout est équilibré, l'émotion, celle de la mère, celle du père, eh bien l'enfant, dans le jeu familial, va trouver beaucoup plus facilement une place qui va le sécuriser, qui ne sera pas au-delà de ses parents, qui ne sera pas soumis à un tel point qu'il a peur de ses parents
mais il trouvera sa place, comme moi j'aime le dire, dans l'arbre généalogique, sa place sur Terre, qui va lui permettre, avec un père et une mère qui vont de toute façon se chercher dans le couple parental, c'est normal, et qui vont évoluer avec lui. Toutefois, le père et la mère ne vont pas lui donner une place plus ou moins, mais juste sa place. Quand on met une place plus ou moins, c'est qu'il y a des croyances derrière. C'est qu'il y a des blessures derrière. C'est que moi, par exemple, on m'a pas bien considéré, donc j'aimerais qu'on considère plus mon enfant. Donc vous voyez, ça c'est des croyances, et au travers des croyances, on va donner une place. Et là, je vous fais référence, je vous invite à aller écouter le podcast Happy Entreprise sur l'effet Pygmalion. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, ce qu'on pense, ce qu'on croit, va devenir une réalité. C'est que l'enfant va prendre trop de place ou alors ne va pas savoir comment se positionner. Ce sont des enfants qui, avec leur grande sensibilité, ont besoin d'un grand travail sur le corps, d'un grand travail sur leur base. Et quand je parle de base, pour moi, c'est la base physique aussi, c'est-à-dire le bassin, les jambes, les pieds. C'est des enfants qui ont besoin de se sentir assis, de pouvoir contenir leurs émotions, leur stress, parce que sinon, ils vont s'emballer, vont partir en stress. Le stress va les entraîner dans des comportements complètement désorganisés et franchement compliqués pour eux dans plusieurs domaines, que ce soit scolaire, que ce soit familial, que ce soit parascolaire, que ce soit dans les loisirs. Donc, j'invite tous les parents, dès le plus jeune âge, des tout petits, à travailler sur cette base qui est le bassin, qui est le sacrum, pour que l'enfant puisse se sentir solidement assis, solidement présent. Parce qu'un enfant très sensible, s'il n'arrive pas à se poser, va être enclin à plus de peur, plus de crainte, plus d'angoisse. Et qu'est-ce que ça entraîne ? Ça va entraîner des pensées, ça va entraîner des émotions. On peut prendre l'histoire dans le sens inverse, c'est-à-dire que ces enfants ont un tel pouvoir de pensée, une telle capacité à capter ce que ressentent les autres, à être tellement stimulés au niveau de leur cerveau, que s'ils n'ont pas une base solide, ils n'arrivent rien à en faire et ça va devenir très stressant. Parce que quand il y a trop, parce qu'on parle bien d'enfants hypersensibles, quand il y a trop, comment on fait pour contenir tout ça ? On crie, on pète les plombs, on pète. Ben oui, c'est trop, faut bien que ça sorte. Et l'idée là, c'est plus de jouer à cet effet entonnoir de contenant. Et tant qu'on n'est pas au clair que notre corps et notre force intérieure peut contenir tout ce qui se passe, on va avoir des angoisses. Donc, ça passe par le corps. Donc, pour moi, ça passe aussi par, bien entendu, tout ce qui est mouvement, mais aussi toucher. Donc, de souvent tenir vos enfants par les hanches pour les tout petits, leur proposer des massages sur le dos, mais aussi tout ce qui est en lien avec les arts martiaux, avec la respiration. Tout ça va aider l'enfant à sentir que tout ce qui se passe en haut peut descendre dans le corps et devenir une force. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, il y a quand même du surplus. Et le surplus, eh bien, il va falloir trouver des exutoires pour que ça puisse sortir de façon adéquate, c'est-à-dire non destructrice pour lui, comme pour lui, l'enfant hypersensible, comme pour l'entourage. Et la colère, quand on a un cerveau en pleine évolution, donc qui n'arrive pas à forcément contenir ce qui s'y passe, eh bien, elle a besoin de sortir. Et je vous encourage à utiliser les cahiers Filiosa dans lesquels
Elle propose des roues pour libérer la colère et des roues pour un retour au calme, qui sont des moyens de laisser l'expression de la colère sortir ou l'expression de la peur sortir. Parce que le contenant, pour un enfant, il n'est pas encore assez mature. Et ça se travaille. Donc forcément que quand il y a un trop-plein d'énergie dans le haut, il va falloir apprendre à mettre à l'intérieur, à contenir. Mais contenir, ça ne veut pas dire éteindre, ça veut dire utiliser cette force comme quelque chose qui peut nous aider et nous être des ressources. Mais parfois, l'enfant n'a pas encore un contenant suffisamment grand et aura besoin de libérer un petit peu de l'énergie qui est en surplus, soit dans sa tête, soit dans son émotionnel. Parce qu'un enfant hypersensible, si vous lui faites ravaler son émotion, qu'est-ce que ça va donner? Des maladies. Ils vont pathologiser, ils vont somatiser toutes les émotions, toutes les pensées négatives qu'ils auront. Et donc, quand un enfant fait de la fièvre mais qu'il ne dit jamais rien, on sait bien qu'il sort quelque chose. Quand un enfant tombe souvent, on sait bien qu'il n'est pas tout à fait présent. Voilà. Donc c'est très intéressant de vous dire que vous allez travailler à un contenant plus solide pour que l'enfant, si on peut imaginer une flamme, puisse contenir le feu à l'intérieur. Mais comme ça le chauffe, vous voyez. Mais pour le moment, la flamme est tellement grande que il y a un peu des crachats qui sortent et il faut que ces crachats ne brûlent pas l'entourage. Donc ça, c'est une image qui peut peut-être vous aider en sachant que le contenant, que le foyer intérieur, il va prendre un peu de temps et que parfois les crachats vont venir réveiller vos propres douleurs et si possible, ce qui serait intéressant, c'est que vous, en tant que parent, vous ne fassiez pas le dragon. Parce que si vous commencez à lui cracher aussi des flammes, ça va être un combat, un tout petit peu ça va être un combat enflammé, inutile. Donc, soyez attentifs à l'âge de votre enfant. Parce qu'il y a des choses qu'on peut demander à un enfant de 2 ans, à un enfant de 4 ans, à un enfant de 8 ans, il y a des choses qu'on ne peut pas demander. Renseignez-vous sur le développement de l'enfant, je vous le conseille, parce que c'est bien entendu naturel qu'il y a des choses que des enfants ne comprennent pas. Bon, elle est bientôt finie le podcast, parce que papa t'attend pour repasser les habits et pour aller sortir le linge de la machine à laver. Il est même pas bientôt fini le podcast, là ? Comme quoi, vous voyez, les enfants hypersensibles ne vous oublient jamais. En conclusion, vous voyez bien que quand votre système est bancal, c'est que il y a un des 4 éléments qui n'est pas à sa place. Et il est important de prendre du recul et de vous dire qu'est-ce qui se passe ? Qui a une place trop, pas assez, peu équilibrée, trop distante, pas assez? Comment on peut réguler tout ça pour que le système retrouve un équilibre? N'oubliez pas que les systèmes sont en mouvement et que ces équilibres-là ne sont pas immuables, mais au contraire bougent. Et après, ils peuvent bouger sans que ce soit destructeur, sans que ce soit chaotique. Ça bouge et après chacun retrouve à un moment donné une certaine harmonie dans un système qui bouge parce que tout le monde sera suffisamment conscient de sa place, tout le monde sera suffisamment sécure avec qui il est, avec les émotions qu'il vit pour pouvoir nommer ce qu'il ressent et chaque fois que vous allez nommer ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ça va permettre une clarification d'où vous en êtes et où vous en êtes. C'est votre place. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que moi, je pourrais comprendre, moi qui suis l'enfant, moi qui suis le père.
je vais pouvoir comprendre pourquoi t'en es là. Et je vais pouvoir te dire, tiens, est-ce que on ne devrait pas faire comme ci ou comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? On va pouvoir co-créer. Et une famille, à mon avis, très sensible, a cette capacité et cette intelligence de pouvoir co-créer. Et une famille qui est dans la co-création est très vivante, très vibrante, très drôle, très intense, ça c'est sûr. Mais en même temps, il y a tellement de choses qui se passent au-delà du langage, au-delà de ce qui est visible, que vous allez voir quand cette famille va venir, à quel point ça vibre. Si vous invitez une famille comme ça, à quel point ils se comprennent, à quel point on n'est pas en train de juger lui qui fait ci, lui qui fait ça, etc. Je vous mets en garde, maintenant que j'y pense, parce que je trouve que c'est très important, de faire attention à ce qui sort de votre bouche quant à la critique de votre partenaire ou de votre enfant en disant « il est un peu trop comme ci, il est un peu trop comme ça ». Faites attention à toutes ces discussions-là qui vont enfermer les gens dans des carcans, qui vont mettre une couleur et une énergie qui seront néfastes et qui vont amener un peu comme ça moi j'appelle ça de la crasse, mais c'est vraiment ça. Donc évitez ces discussions-là où tout d'un coup on entend quelqu'un qui juge son enfant et qui dit mais il est trop comme ci, etc. Essayez d'aller au-delà du « il est trop comme si c'est ». Non, moi quand il fait ça, je ressens ça. Quand il fait ça, je ressens ça. C'est pas « il est », je ressens. Je vous invite à le faire parce que on va avoir tendance à beaucoup catégoriser, beaucoup juger, mettre dans des petits tiroirs tous les individus, parce qu'on a cette capacité-là en tant qu'humain, c'est comme si c'était facile, et en même temps, ça peut vraiment gâcher les relations. Donc, faites attention à ça, soyez vigilants à ce qui sort de votre bouche. Si vous dites que votre enfant est merveilleux, ça c'est chouette, mais si vous dites franchement il est très pénible et tout le temps, partout, ça peut s'entendre une fois, 2, 3, 4, au bout d'un moment ça devient, je vous le redonne, effet Pygmalion, ça va devenir une réalité. Donc faites attention à ce que vous faites vibrer comme mot. Voilà, ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast, cet audio, vous aura été utile. Je vous dis à très vite. Bye!